Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un autre, je ne sais plus le combienième épisode de Satya, le podcast d'Idolène Villeray. Donc, si c'est la première fois qu'on se voit, mon prénom c'est Émilie, puis aujourd'hui je suis avec Catherine. Allô Catherine! Bon matin! Bonjour! Ça va? Oui, toi? Oui! Je suis l'exciter. Je pense que c'est le 10e, je ne suis pas certaine. 10e parce qu'il y a eu toute l'Académie des chakras. Ouais. Oui, c'est le 10e. Puis nous, ensemble, c'est le 3e. C'est ça. Ouais. Qui est excitant. Ouh. Le premier qu'on avait fait ensemble, on avait parlé de Satya parce que c'est le titre du podcast, ouais. Puis on avait envie de discuter de ce concept. Deuxième, on a parlé des yamas, qui étaient les normes éthiques sociales. Comment agir dans la vie avec les autres. Puis aujourd'hui, on embarque sur les niyamas. Oui. Niyamas, tu as envie de nous faire une petite définition de qu'est-ce que c'est? Les niyamas, on peut dire que c'est le deuxième pilier ou la deuxième branche du yoga ou de la roue antique, comme on avait déjà discuté dans les premiers podcasts. C'est un peu vu comme des règles de conduite morale, mais aussi un système de purification du soi par la discipline. Ouais. Discipline qu'on va y revenir. Oui, mon Dieu, c'est tellement bien dit. J'aurais pas pu mieux dire. Mais oui, c'est ça, c'est comme les conduites... Les normes éthiques qu'on se donne à soi-même. Ouais. Comment on veut être. Exact. En fait. Ouais. Il y en a 5, comme les yamas, il y en a 5. 5, c'est quand même un chiffre qui revient souvent dans les Yoga Sutras, dans la philosophie du yoga. Éventuellement, on parlera des kleshas. C'est genre aussi une autre de mes passions, mais c'est un autre dans un futur podcast. Mais il y a aussi 5 niyamas et le premier, c'est Sosha. Sosha. Sosha, qui... on a nos petites notes pour être sûr qu'on dit les bonnes choses, mais Sosha qui est défini par pureté, purification physique ou mentale. Qu'est-ce que ça t'appelle, toi, de la notion de pureté? La notion de pureté. Le mot pureté, je trouve ça quand même... c'est quand même, je veux dire, extrême un peu. C'est fort de sens, fort le mot pureté. Oui, c'est puissant, puis en même temps, c'est, tu sais, je veux dire, atteindre la pureté, c'est... Est-ce que c'est possible d'abord et avant tout, là? Puis c'est quoi la pureté? C'est définir notre propre pureté aussi, là? Ou c'est notre définition de la pureté, mais... Je pense que pour nous, c'est vraiment fort de sens, le mot de pureté, parce que c'est pas nécessairement quelque chose qui habite beaucoup notre vocabulaire occidental. Absolument. Mais dans un contexte plus indien, plus hindouiste, la notion de pureté, elle est partout. Toutes les pratiques sont des pratiques, je t'exagère tellement, beaucoup des pratiques sont des pratiques de purification. Que ce soit pratiques physiques, pratiques dévotionnelles, comme religieuses, etc. C'est beaucoup des pratiques de purification. Puis il y a souvent des choses qui sont considérées comme pures et impures. Il y a souvent ce dilemme-là dans les traditions plus hindouistes. Fait que je pense que pour nous, c'est genre vraiment fort de sens de parler de pureté, alors que c'est peut-être plus naturel dans un contexte oriental de se dire la première chose qu'on fait envers nous-mêmes, c'est purifier. Oui. Mais tu sais, c'est quoi purifier le corps? C'est quoi purifier l'esprit, tu sais? Mais quand on parle de... Je vais commencer avec le corps, puis on en a discuté un petit peu avant. Moi, ça me fait penser aux techniques de nettoyage, de lavement du corps. Fait que là, on est dans la pureté physique, bien, on va penser au kriya. Moi, ça m'a vraiment fait penser au kriya. Puis, pour ceux qui sont moins familiers avec les kriyas, c'est ça, c'est des techniques de nettoyage. Fait que t'en as au nombre de 6 qui sont aussi appelés les chat karma. Chat 6, karma action. Fait que des actions de purification. Puis, pour en nommer quelques-uns qui sont peut-être plus familiers avec notre vie de tous les jours, je vais penser au neti, le nettoyage des sinus. Là. C'est quelque chose que je faisais avant d'apprendre ce qu'était le neti, cette technique-là. Mais en apprenant la technique, c'est sûr que mon intention en le faisant a changé, absolument. Fait que c'est un peu ça pour moi, la purification physique, c'est dans le monde du yoga. Là. Puis sinon, ben, dans le monde dans lequel on vit, si on n'est pas professeur de yoga ou si on n'étudie pas nécessairement cette philosophie-là, ben, je pense que c'est de prendre soin de soi. Oui, genre hygiène, prendre soin de soi. Moi aussi, j'avais prendre soin de soi parce que ça change notre rapport à nous-mêmes. Oui, absolument. De se sentir, je vais utiliser le mot propre, là, mais prendre soin de soi, se sentir bien dans son corps. Oui. C'est une manière de se purifier, si on veut. Oui. Puis, tu sais, vraiment à la base, moi, je pense même pas à... Quand on parle de self-care,
Je vais même pas là, moi. Pour moi, prendre une douche, tu sais, Ouais. c'est ce qu'on Ouais. est. On a le privilège et la chance de pouvoir prendre des douches tous les jours, à chaque Ouais. jour. Puis des longues douches. Des chaudes. longues douches. Des longues douches chaudes. Fait que je pense que ça, ce serait, tu sais, à la base, ça signifie ça pour moi. Oui, je suis d'accord. Puis il y a l'autre dimension aussi de Socha qui est purification un petit peu plus mentale. Ouais. Fait que là, ça peut passer par plein d'autres actions aussi. Ouais. Ça peut être, ben, tu sais, respirer, c'est physique, mais moi, respirer, ça crée de l'espace dans ma tête aussi, là. Beaucoup. Ouais. Ouais. Méditer. C'est une forme de Méditer. purification. Libérer le mental des pensées. Tu sais, essayer de réduire, de ralentir le flux des pensées. Des pensées. Est-ce que, toi, quand tu penses à libérer le mental des pensées, c'est toutes les pensées ou il y a des gens qui vont dire que c'est plus les pensées négatives, tu sais, se libérer du mal, tu sais, on parlait du... Moi, je dirais toutes. Tout, hein? Toutes les pensées. Tout le bruit. Tout le bruit. Ouais. Tout le bruit parce que, bien, surtout si je parle encore dans un contexte plus hindouiste, en fait, tout ce qui est une action crée du karma, ça veut dire action. Fait qu'il n'y a pas cette idée-là de négativité ou de positivité. Tout ce qui crée du karma, en fait, tu veux le réduire. Ah ouais. Fait que même les pensées positives, les pensées négatives, les pensées aussi créent du karma dans un contexte plus traditionnel hindouiste. Fait que l'idée, ce serait de purifier toutes les pensées, tu sais. Pas juste les pensées négatives, toutes. Ralentir, réduire le bruit. Fait que c'est un peu ça, je pense, Socha. Oui. Puis la notion de pureté. Réduire. Faire de l'espace. Ouais. Parce que il y a constamment des stimuli un peu partout, puis Infini. c'est facile de s'oublier, de prendre soin de soi ou de tomber dans les extrêmes. Puis comment tu l'appliques les deux ensemble? Là? Est-ce que tu l'appliques consciemment dans ta vie ou tu sens que tu l'as intériorisé? Je sens que je l'ai vraiment intériorisé, puis j'étais une personne qui avait beaucoup, ben je veux dire, j'ai encore beaucoup de bruit mental dans ma tête. Je dis tout le temps qu'il y a comme 27 tabs open en même temps. C'est comme, tu sais, comme t'ouvres mon Google, il y a genre 15 onglets d'ouverts, mais mon cerveau, c'est la même chose. C'est aussi ta vie, hein? Oui, c'est aussi ma vie un petit peu. C'est aussi ma vie un petit peu, mais je pense que de plus en plus, puis il y a des passes, là, puis des fois que c'est plus facile, puis d'autres fois que c'est plus difficile, mais il y a un peu plus de calme qui s'est déposé dans tout ça. Puis j'étais toute contente parce que l'autre jour, j'ai vu ma maman, puis on parlait. Puis ma maman m'a dit, je trouve que depuis comme un an et demi, Émilie, t'es tellement calme. Elle dit, au début, ça m'a... Parce que je suis quand même une personne feu, qui prend de l'espace, puis qui dit les choses, puis elle m'a dit, au début, ça me déconcertait parce que je me demandais si t'étais bien, tu sais. Ouais. Elle dit, quand j'ai réalisé que tu t'es juste comme installée en toi, puis que t'étais calme, elle dit, j'admire tellement ça, puis j'étais comme, c'est tellement un des plus beaux compliments que j'ai reçus de toute ma vie, de juste me faire dire, t'es juste déposée en toi, t'es calme. Puis je pense que ça m'a fait réaliser que je l'intègre, ce que j'essaye de travailler dans ma vie, de comme fermer une coupe d'onglets dans mon cerveau, puis dans ma vie, puis de prendre les choses comme elles sont, là, une chose à la fois. Puis pas trop laisser le bruit prendre tout l'espace. C'est une forme de purification. C'est un beau compliment quand même. Bien, tellement. Parce que tu dégages ça, puis moi, je pense tu montres par l'exemple aussi que c'est possible. Tu sais, d'être avec quelqu'un, puis d'être juste bien, d'être juste calme, de ne pas avoir besoin de remplir les silences. Ça fait du bien. Ça fait tellement du bien. Ouais. Ouais. Socha. Socha. Deuxième, Santosha, qui est la notion de contentement, de désintérêt. Moi, c'est comme ça que je l'ai appris. Toi aussi? Contentement, satisfaction. Satisfaction. Être satisfait avec le monde, avec les gens, avec soi-même, mais tels qu'ils sont. J'aime ça parce que moi, on dirait que mon premier réflexe, c'est de le comprendre au niveau matériel. Oui, bien ça aussi, tu sais, briser l'attachement au matériel. Oui. Mais j'aime vraiment ça que tu dis, satisfaite avec le monde. Oui. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont incontrôlables. Oui. Puis c'est facile de se perdre dans ce loop-là de comme, je veux tout changer, je veux m'impliquer dans tout, Il y a un moment où c'est comme... Oui. Tu sais, comme...
une meilleure gestion des attentes. Ouais. Dans un vocabulaire un petit peu plus... en tout cas, moi, j'entends souvent ça autour de moi, dans le travail, avec mon entourage, c'est gestion des attentes. Ouais. C'est vraiment bon, pas s'attacher aux résultats d'une chose. Oui, ou d'une personne, ou de soi-même. De soi-même. Moi, je trouve que c'est un des plus difficiles. T'as dit soi-même, je suis comme... Le contentement puis la satisfaction, là, je trouve que, puis tu sais, autant au niveau matériel que relationnel, je trouve que c'est... Puis avec soi-même, quand je dis relationnel, c'est avec les autres, mais avec soi-même, mais j'ai l'impression qu'on est tellement exposé à tout, mais tout ce qu'on n'est pas, tout ce qu'on n'a pas, et que c'est quand même difficile de se ramener à ce qu'on a. Puis moi, c'est mon truc, là, tu sais, contentement, satisfaction, se ramener... Ben, tu sais, juste prendre un moment, respirer, puis penser à ce qu'on a, là, le plus important à la base, mais je trouve que c'est un des plus difficiles à atteindre, du moins en ce moment dans ma vie, mais en général, je pense aussi. Oui, non, je suis vraiment d'accord avec toi. Moi aussi, je le trouve profondément difficile. Parce qu'on est dans une société aussi, tu sais, où tout va vite, puis il y a cette idée-là de performance, puis comme les choses vont vite, puis qu'on veut performer, on prend pas le temps, tu sais, de ralentir, de s'asseoir, puis de faire comme, mon Dieu, regarde tout ce que j'ai, tu sais. Ouais. Fait que c'est facile d'aller combler avec des choses d'autres personnes, mais... Ouais, c'est difficile. On dirait que je pense que la meilleure manière de travailler Santosha, c'est d'essayer de s'installer dans la gratitude. Absolument, ah oui. Travailler la gratitude. T'es tellement bonne, toi, pour la gratitude. C'est comme tellement une de tes plus belles qualités. On dirait que t'es toujours comme bien contente de voir les gens, de faire les choses. Bien, honnêtement, oui, mais j'ai l'impression que je suis un peu dans les extrêmes aussi. OK. Tu sais. Je vais être vraiment... Puis je suis vraiment contente pour les gens que j'aime, quand ils réussissent des choses, quand ils accomplissent des choses. Puis pour ce que j'ai, je suis vraiment, vraiment, vraiment reconnaissante. Mais en même temps, j'en prendrais quand même toujours plus. Oui. Ou peut-être que je le vois comme ma bête noire, mais en fait, comme tu l'as dit, tu sais, je sais pas. Mais merci, c'est un beau compliment. Mais c'est vrai, c'est vraiment quelque chose qui se dégage de toi puis de tous les moments que je passe avec toi. C'est la gratitude, puis c'est de trouver les choses belles. Je sais pas comment. On dirait que t'es peut-être quelqu'un qui contemple aussi. Oui, je suis très contemplative. Ouais. Oui. Fait que ça fait en sorte que même si tu dis que c'est ta bête noire, parce qu'on en veut toujours plus, puis je pense qu'on est conditionné à être comme ça, à un niveau plus fondamental aussi, comme être humain, tu sais, c'est comme quasiment cette pulsion de vie, là, d'en vouloir plus, puis peut-être de vouloir accumuler, puis c'est lié aussi avec la sécurité. Mais il y a comme ce pas de recul-là dans la contemplation, de comme, je regarde qu'est-ce que j'ai, puis je vois la beauté dans ce que j'ai. Puis en plus, on est tellement dans une posture privilégiée. Ouais. C'est juste le fait qu'on soit ici en train de parler de ces affaires-là. C'est, je veux dire... de parler de concepts indiens, alors qu'il y a des gens en Inde qui n'ont pas le temps de réfléchir à ça. C'est juste que, déjà là, on est tellement privilégiés, fait qu'on dirait qu'il y a une partie rationnelle de moi qui est comme, t'en veux toujours plus, mais oh my God, genre, regarde tout ce que t'as, là, comme, calme-toi. Ouais. T'as déjà tellement de privilèges puis d'opportunités que, comme, contemple ce que t'as. Ouais. Puis il y a tellement comme un sentiment de bien-être qui ressort de ça, d'être, de voir quelque chose puis de le trouver beau, tu sais, de s'émerveiller, de contempler ou de vivre quelque chose. Ça amène, je pense que c'est peut-être mon côté romantique, mais tu sais, les papillons que ça amène de voir quelque chose puis d'aimer quelque chose, que ce soit pour soi, pour les autres. Je pense que j'aime vraiment ce feeling-là. Fait que ça vient peut-être de là. Je sais pas, mais merci. Est-ce qu'on peut contempler de manière désintéressée, selon toi? Parce que c'est vrai que, dans le fond, ça me touche, il y a quelque chose de désintéressé aussi. Il y a une distance, en fait. Oui. Puis le désintérêt, ça veut pas dire, pour moi, de pas s'impliquer dans quelque chose, mais ça veut juste dire de comprendre qu'il y a une limite à notre implication, puis il y a une limite à ce qu'on peut recevoir ou contrôler des résultats, tu sais. Oui. Bien, je pense que c'est un peu... Puis j'ai l'impression que c'est probablement, puis corrige-moi si je me trompe, mais l'objectif, en général, tu sais, tu sais, je parle d'extrême, mais c'est peut-être ça aussi, de ne pas tomber dans les extrêmes. D'être désintéressé, c'est aussi... parce que si tu es désintéressé de ce qui t'amène comment je pourrais dire?
Je vais faire un parallèle, puis je sais pas si ça fait du sens, mais je pense que on va l'essayer. Tu sais, quand on parlait en tant que professeur de yoga, quand tu reçois des feedbacks négatifs ou des feedbacks positifs, quand tu dis désintéressé, moi, c'est tout de suite à ça que je pense, dans le sens où apprécier. Donc, avoir de la gratitude en faire le positif qui vient vers toi, mais t'en détacher suffisamment pour que l'autre extrême t'atteigne pas. Est-ce que tu comprends où je m'en vais avec ça? Je comprends full, puis je pense que ça va des deux bords, comme tu dis, parce que si tu veux pas que le négatif t'affecte, si tu veux pas t'identifier au négatif, tu peux pas t'identifier au positif non plus, tu sais. C'est correct de recevoir le négatif, c'est correct de recevoir le positif, mais c'est pas moi. Ce commentaire-là, c'est pas moi, ce feedback-là. Ça te laisse pas faut pas que ça te laisse te définir, parce qu'en acceptant que ce soit positif ou négatif, l'opinion de quelqu'un d'autre vienne te définir puis te donne autant de... Moi, c'est comme oh mon Dieu, je vais le dire de même, je sais pas si ça va faire du sens, mais l'inadéquation avec la chose, genre. C'est comme toute cette idée-là que la chose est moi. Ouais. Mais c'est que tu y apportes de l'importance, peu importe ce que c'est. C'est pas cette chose-là, c'est pas moi. C'est comme impossible de décider, moi, j'existerai pas à travers les commentaires négatifs des gens, mais je vais exister à travers les commentaires positifs des gens. Mais c'est ça, pour moi, ça marche pas. Ouais, c'est ça. Faut qu'il y ait cette distance-là. Fait que c'est... Ouais. C'est vrai que c'est super complexe parce que je veux contempler les choses, je veux m'installer dans ma gratitude, je veux me contenter de ce que j'ai. Mais il y a une distance, il y a un désintérêt aussi. Ouais. Fait que c'est quand même une posture challengeante. Ouais. Surtout parce qu'on est des êtres qui ont beaucoup d'émotions. Oui. On s'installe dans le monde avec ces émotions-là. Mais je pense que c'est possible de vivre une vie très émotive, mais d'avoir quand même cet espace entre. Ouais. Je vis l'émotion, je la reconnais. Oui, c'est ça. De ne pas être cette émotion-là, mais de la vivre. C'est comme si elle m'envahit, je suis capable de prendre un pas de distance puis de faire comme « Ah, je suis envahie par l'émotion. Il y a ça qui se passe. Ouais. » Puis juste ce petit recul-là, je pense que c'est déjà comme beaucoup de travail. Oui. Puis de ne pas s'y accrocher puis de la laisser passer. Pour que la prochaine embarque. Oui, c'est ça. Ouais. Puis que tu ne sois pas teinté par l'autre d'avant. Il y a comme plus cette trace-là qui t'habite. Oui. Moi, il y a quelque chose que j'ai essayé de changer dans mon vocabulaire, puis c'était vraiment, c'est ça, au niveau des émotions, de dire, c'est pas je suis triste, mais je me sens triste ou je ressens de la tristesse. Ouais. C'est quand même assez puissant tu te dissocies carrément parce que tu n'es plus dans le je suis, tu n'es pas, je ne suis pas la tristesse, mais je la ressens, puis c'est tout à fait normal et valide. Oui. Ouais, je pense que de changer son langage, ça change vraiment la psyché aussi. Oui. La manière qu'on se conçoit puis qu'on conçoit les choses, c'est juste comme skills de communication. Je sens que tu as fait ça. Oui, oui. Fait parler au jeu. Oui, c'est ça. Parler au jeu. Je me suis sentie comme si, peut-être que c'était pas ça ton intention, mais moi, je me suis sentie que... Ouais. Mais de se parler à soi-même aussi comme ça, tu sais, pas juste dans comment on parle aux autres, de faire comme on si, je me sens triste ou je me sens fâchée. Ça permet aussi à cette émotion-là de passer, tu sais, d'être temporaire, genre. Ça développe l'empathie envers soi-même. Puis je pense que quand tu développes cette empathie-là envers toi-même, c'est beaucoup plus facile d'en avoir envers les autres ou de trouver un équilibre parce que tu as des gens qui vont avoir de la facilité à donner beaucoup plus d'amour, d'empathie, de pardon aux autres qu'à soi-même. Puis le contraire est possible. Oui, je m'en allais dire aussi. Le contraire est possible, ça existe, mais... On revient dans trouver l'équilibre entre... Oui, je suis d'accord. Ouais. Ça me touche à des intérêts. Vivre les choses, mais créer une petite distance pour trouver un équilibre. Oui. Puis juste satisfait. Easy peasy. Oui, c'est ça. Oui, c'est facile. Super facile. Nous, on est profs de yoga, fait que c'est sûr qu'on l'a intégré dans notre vie. Tout le temps, on est super équilibré, on a vraiment un grand désintérêt, puis on est satisfait avec ce qu'on a. Absolument. C'est vraiment cette image-là que certaines personnes vont avoir. Pas tout le monde, mais il y a quand même des gens qui ont cette espèce d'image, d'aura, là, que... Prof de yoga, il y a une certaine posture, une certaine manière d'habiter le monde qui est comme... Ouais. Mais c'est ça, très pur, justement, on dirait. Oui. Non, moi aussi, je mange de la poutine. Oui. À 2 h du matin. Oui. En revenant de la danse. Oui, c'est ça. C'est ça qui se passe. Pas en ce moment, à 2 h du matin. Oui, mais peut-être pas dans le même contexte. Oui, c'est ça. Oh. Tapas. Tapas.
Discipline. Oui. Discipline, autodiscipline, volonté. Il y a cette idée de feu dans tapas, la traduction du terme tapas du sanskrit voudrait dire comme mettre au feu. C'est comme l'idée de faire brûler quelque chose pour le purifier. En fait, il y a beaucoup, encore une fois, tradition hindouiste, indienne, il y a beaucoup de pitre, c'est quoi le mot? De mettre les choses au feu. On brûle les morts, on brûle plein d'affaires, puis c'est comme une manière de purifier, en fait. Fait que tapas, c'est aussi cette idée-là de feu. C'est la discipline, mais à travers le feu, là, à travers quand même l'action. C'est comme prendre action, faire les choses pour purifier. Fait que pour moi, le meilleur exemple, c'est faire des asanas, là, faire des postures de yoga pour purifier les pensées. Ouais. C'est comme bouger, brûler les choses, vraiment avoir comme une discipline dans la pratique. Oui. C'est très révélateur aussi sur soi, être capable d'atteindre une discipline, puis de pas juste faire les choses sur l'automatisme. Oui. Puis de faire des choses, parce que atteindre, comme tu dis, c'est du feu, c'est l'action. Fait qu'automatiquement, il y a je pense, un objectif quand tu es dans la discipline. Puis moi, je trouve ça très, très révélateur sur des périodes de nos vies. Il y a des moments où on est beaucoup plus discipliné, où on a cette volonté-là. Puis il y a des moments où c'est plus difficile, où... C'est là que la discipline qu'on a installée peut peut-être venir prendre un peu en main cette période qui est plus difficile. Puis aussi cette idée, je pense, de long terme dans tapas, parce que commencer une routine ou une discipline, c'est tellement difficile. Oui. Là, c'est comme d'accepter qu'il y a de l'inconfort maintenant, mais qu'au long terme, ça va payer. Tout en étant détaché des résultats. Oui, c'est ça. Mais c'est comme de se dire que maintenant, il y a de l'inconfort. Tu sais, commencer le yoga, c'est tellement difficile. Oui. Habiter son corps la première fois, faire des postures, tu sais, ici dans une salle chaude, comme des mots en sanskrit, des directions, mettre ma main là, je comprends pas mon épaule est où dans l'espace. Tu sais, c'est tellement difficile, mais une fois que tu as installé la discipline, puis que là, ça fait des mois, des années que tu pratiques le yoga, bien, c'est rendu tellement naturel. Tu sais, ça a payé. C'est gratifiant. De s'installer dans l'inconfort au début. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose qu'on dit souvent là, dans les pratiques de yoga, comme il faut apprendre à tolérer l'inconfort. Absolument. Puis il y a ça, je trouve, dans le feu de tapas, il va y avoir de l'inconfort, il va y avoir quelque chose qui va brûler, mais ça va s'installer dans une discipline long terme. Tu sais. Oui, parce qu'il y a de l'inconfort, parce que s'il n'y a pas de discipline, ben, je veux dire, il n'y a pas d'action. Oui. Puis je pense que si on est fait pour bouger, puis si on bouge pas, ben, tu sais, je pense pas qu'on est fait pour être sédentaire, puis de pas jamais, tu sais, puis comme tu disais, là, ton premier cours de yoga, là, puis tu fais comme, oh mon Dieu, mes épaules, puis là, tu sors de là, puis tu as l'impression que t'es... ouais, je sais plus où je m'en allais avec ça, mais... La discipline, tu sais, ça n'a pas besoin d'être super compliqué. Je pense que c'est comme brûler les choses, être discipliné dans plein d'aspects, là, tu sais, ça peut être discipline physique. Là. Je pense qu'il y a beaucoup cette idée-là quand on parle de feu, de comme discipline physique, mais ça peut être aussi une discipline dans son alimentation, une discipline dans sa pratique méditative, une discipline dans mon journaling, une discipline dans comme plein de choses. C'est juste d'installer une routine, une discipline, puis de persévérer à travers l'inconfort. Oui. Pour être aligné avec ce que tu veux. Ouais. Parce que si tu as de la discipline, il y a, comme je disais au début, de la volonté, mais tu ne donnes pas de la discipline pour quelque chose que tu veux pas, je pense. Non, c'est ça. Je trouve que c'est une belle façon d'être aligné avec qui on est. Ouais, parce que sinon, comment persévérer justement dans la discipline si, tu sais, oui, il y a de l'inconfort pour l'instant, mais éventuellement, c'est ça que je veux installer dans ma vie. Fait qu'il faut... Oui. Mais tu sais, quand tu atteins ça, à quel point tu es bien dans ta peau, tu es mieux du moins. Ouais. Tu es mieux. Parce que tu as persévéré. C'est très gratifiant, la discipline. Quelle discipline que tu installes, toi, dans ta vie? Que tu as installée ou que maintenant tu essaies d'installer? Je vais te renvoyer la question parce qu'on dirait que je ne sais pas. Mais la discipline, ben écoute,
Sinon, je vais te renvoyer la question. J'ai Ouais. aucune réponse en ce C'est moment. bien correct. Il y en a probablement plein. Il y en a tellement plein. Mais tu m'as pris au dépourvu. Surprise! Moi aussi, il y en a plein de choses que j'essaie d'installer, puis je me rends compte qu'il y a plein de choses que j'ai lâchées parce que je me suis rendu compte que c'était pas... J'ai pas envie d'installer ça à long terme dans ma vie, tu sais. Genre, aller au gym, comme mon conjoint, il est genre tellement discipliné. Pour lui, c'est son yoga, là. Tu sais, comme pour lui, c'est genre... Ça libère l'esprit, il se sent bien dans son corps, il se sent fort, etc. C'est sa routine, tu sais, il stick to it, là. Il est malade, ça ne tente pas, peu importe, il va y aller. Tu sais, il est vraiment super discipliné. C'est un super bel exemple de discipline. Moi, ça, quand j'essaie d'aller au gym, je t'offre 3 semaines, puis après ça prend 3 mois avant que je retourne. Tu sais, comme clairement, c'est pas quelque chose que je vais installer dans ma vie à long terme. Le yoga, c'est une chose, mais quelque chose qui est on and off, puis que je travaille fort parce que j'aime vraiment ça, puis je veux l'installer dans ma vie, c'est lire. J'adore lire. Ouais. Pour moi, c'est inconfortable au début parce qu'on est tellement surstimulé tout le temps, puis c'est tellement facile d'ouvrir la télé, puis de regarder des émissions ou des films, puis je suis très, très fan d'écouter des émissions et des films. Fait que c'est facile pour moi d'aller faire ça. Fait que le moment où, tu sais, la première demi-heure où je m'installe avec mon livre, puis je lis, puis là, mon cerveau, il est genre, OK, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, non. Ah, là, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, non. Ah, mais là, ce serait plus facile, j'écoutais une émission, non. Fait que, tu sais, il y a de l'inconfort au début, mais pourtant, quand je me mets à l'intégrer dans mon quotidien, il y a tellement de bienfaits à lire, puis j'aime tellement ça, puis ça développe comme plein de capacités cognitives, puis... Fait que moi, ce serait un exemple de, genre, une discipline que j'essaye d'installer, puis que c'est dur, puis qu'il y a des passes où ça va super bien, des passes, mais comme, lire, c'est comme... Ouais. Mais c'est vrai. À long terme, je vois vraiment comme, tu sais, ça s'installer dans ma vie, puis ça l'a été installé, puis des fois, c'est comme plus dur, là, puis c'est aussi... Bon, j'étais aux études, fait que je lisais tellement qu'à un moment donné, j'étais plus capable de lire quand j'arrivais chez moi. C'est des vagues, mais c'est un vraiment bel exemple de discipline parce que, tu sais, yoga, pour nous, c'est facile parce que c'est une passion, puis on en mange. Oui, mais c'est aussi ma job. Oui. Fait que je suis tout le temps ici. Encore une discipline? Ça nous demande encore de la discipline? Ben, pratiquer, on est tellement... Oui, pratiquer, c'est une discipline quand même, parce que des fois que ça me tente pas, parce que je suis tout le temps ici, tu sais. Fait que je suis comme... je pourrais m'écraser. Mais la lecture, c'est aussi un bel exemple parce que t'aimes ça, mais... Mais il y a de l'effort. Il y a de l'effort. Puis il y a de l'inconfort. Ouais. Il faut que je me concentre, il faut que je stick. Oui, ça revient à ce qu'on dit, il faut que tu te débarrasses des bruits autour de toi. Les bruits dans ma tête, tu les 27 ton esprit, tables les qui sont tables, open. les fermer ou les mettre, je sais pas, couper le son. Oui, mise en veille. Oui, c'est ça. J'essaie de penser... ben là, c'est parce que là, en ce moment, ma vie est comme complètement différente. Fait qu'on dirait que ma discipline... Ta routine, elle a changé. Ma là. routine, Fait que, elle a vraiment changé. Parce que tu étais une personne très... Tu sais, comme tu pratiquais beaucoup de ton yoga, ta pratique personnelle à la maison. Oui, c'est pour ça que j'étais comme surprise de te voir pas être capable de répondre, parce que j'étais comme, t'es tellement une personne disciplinée. Mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est juste la période puis la gestion du changement en ce moment où ça a été de réapprendre à connaître la personne que j'avais appris à connaître au fil des années, puis à encore mieux connaître au fil des dernières années. Ça va revenir un peu dans le prochain. Dans le prochain Niyamas qu'on va parler. Mais ça a été comme un réapprentissage. C'est pour ça que là, en ce moment, j'étais encore en train de... réétablir, mais il va y avoir une nouvelle routine qui va s'établir, puis il va y avoir du chaos probablement dans ta vie dans les prochaines années. Ouais. Fait que ça va être comme de trouver, c'est quoi, moi, mon feu, genre, c'est quoi ma discipline, qu'est-ce que je veux comme installer, puis genre... stick to it. Absolument. Parce que l'énergie, c'était pas ça qui manquait. Aujourd'hui, c'est sûr que c'est différent, c'est normal. Ça va revenir, mais c'est ça, j'anticipe de... Puis j'ai hâte de retrouver des activités. Tu sais, exemple, aller courir. Moi, l'été, j'adore aller courir. Ça me demande de la discipline. Il y a des matins que ça me tente pas. Mais quand je termine ma course, j'ai ce qu'on appelle le runner's high. Je me sens tellement bien. Puis là, je suis partie pour ma journée, puis je peux faire 20 000 autres affaires. Là, je peux pas aller faire ça. Fait que là, et où ma nouvelle discipline? C'est quoi les nouvelles choses que je peux faire avec mon corps, puis avec le niveau d'énergie que j'ai, avec la volonté, pas la même. Tu sais, c'est... je pense que je terminerai en disant, pour faire un lien avec Santosha, puis je trouve ça super intéressant que tu parles de la vie qui change, parce que c'est vrai, la vie, elle change. Fait que c'est comme de changer ton tapas, changer ta discipline, puis d'accepter d'être désintéressé juste assez pour être capable de faire, mais ça a changé, je peux plus m'attacher à cette discipline-là, maintenant, c'est une autre. Puis pas en être malheureux ou malheureuse, parce que
parce que ça change. Mais je pense que ça va bien. Mais oui, effectivement, c'est l'acceptation. L'acceptation. Prochain. Svadhyaya. Oui. Dis-moi, Svadhyaya, qu'est-ce que ça t'appelle? Pour moi, ce serait l'étude du soi. Oui, moi aussi, je l'ai appris comme ça. À travers l'étude du soi, oui. L'étude du soi. Il y a beaucoup cette connexion de l'étude du soi avec l'étude des textes. Oui. Il y a comme textes cette sacrés. partie comme intellectuelle de Svadhyaya qui est comme étudier le soi, mais le vrai soi aussi, puis on en reparlera, mais à travers les écritures, à travers les écritures sacrées, à travers aussi peut-être la transmission du gourou. Oui. Étude de soi, qui est un projet de vie. Svadhyaya, projet de vie. Bien, pour rebondir sur ce qu'on disait juste avant, réapprendre à se connaître, bien, c'est un peu ça. Quand tu disais c'est un travail de vie, c'est, je veux dire, les choses changent, le temps change, donc c'est comme tout le temps un peu à maintenir. Je veux pas dire recommencer, parce que je pense pas qu'on... Mais c'est parce que ça finit pas pour recommencer, c'est juste constant. Ouais. La vie, c'est comme du changement, mais comme la chose qui change pas, c'est comme t'es ton être au monde, puis tu peux comme passer ton temps à t'étudier, à essayer de te comprendre, puis c'est comme une chose qui est c'est une forme de permanence dans l'impermanence du monde. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Qui on est à travers, ou comment on se retrouve dans des situations... parce on va... Oui, non, mais on change. On change. Puis il y a constamment des nouvelles situations, puis le monde est impermanent. Même la vie, elle est impermanente. Nous, on est au monde, puis même nous, on va changer. Ce qui ne change pas, c'est comme cette espèce de soi qui s'auto-étudie. C'est pas clair. C'est pas clair, mais c'est correct parce que c'est vraiment des concepts qui sont... Ben, tu sais, déjà, qui sont traduits, qui sont d'une autre tradition, puis que nous, on essaie d'en faire sens dans notre vie moderne. Dans notre vie, dans notre société, dans notre quotidien. Oui, c'est ça. Fait que de comment on peut s'étudier passant par les textes. Tu sais, si pour nous, c'est pas les Yoga Sutras, mettons, mais comme comment réussir à s'étudier puis à se retrouver à travers des textes. J'ai l'impression que c'est à travers... peut-être l'éducation, les expériences. Les expériences. Essayer des choses. Oui, je suis d'accord. Découvrir. Oui. Puis il y a cette idée-là aussi de découvrir la vraie nature. Puis ça, j'ai tout le temps, tu le sais, j'ai tout le temps la misère à parler de vrai, de vérité, parce que je suis comme, mais what's up, genre, what's up with that? Pourquoi on voudrait trouver, genre, la vraie chose qui est comme fixée? Mais je pense que c'est juste comme important de se rappeler que le vrai soi, c'est pas une chose, c'est pas quelque chose de fixe. Ça nous appartient, puis ça fait en sorte que c'est tellement comme... Ça nous dépasse tellement que c'est impossible pour moi de dire « Je vois ton vrai soi, Catherine. Je vois ton vrai toi. » tu sais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je comprends. Puis surtout sur quelqu'un d'autre aussi. Oui, clairement. J'aime que j'ai écrit dans mes notes, puis on en a parlé tantôt, de contemplation. J'ai écrit dans mes notes, parce que l'étude des textes, tu sais, pour nous, les textes anciens, en sanskrit, transmis par un gourou il y a 1000 ans, plus que ça, il y a plus que 1000 ans, ça fait pas vraiment, ça s'applique mal dans ma vie. Fait que je peux le comprendre en théorie, mais ce que je veux faire, c'est d'appliquer ces concepts-là dans ma vie, tu sais. Fait que j'ai mis des textes, des textes qui nous appellent. Je pense que, clairement, là, je sors le concept de son contexte, là, quand je dis ça, mais tu sais, moi, j'ai des textes, des choses que j'ai lues qui m'ont comme changé. C'est des mots qui m'ont changé, puis pour moi, ça devient un petit peu comme une direction. Comme je l'utilise un peu comme une direction dans ma vie. C'est vraiment comme niaiseux, mais pas niaiseux ce que je veux dire, mais c'est comme mon auteur préféré, c'est Serge Bouchard. Serge Bouchard qui écrit des essais puis qui, pour moi, utilise des mots, des tournures de phrases tellement simples pour expliquer des choses qui ne s'expliquent pas, des émotions, des ressentis. Puis c'est juste, en plus, c'est quelqu'un qui devait faire de l'écriture automatique, qui devait écrire de manière... C'est super simple, mais des fois, il dit les choses...
comme la vie est tout entière à la vie. C'est super simple, mais pour moi, ça veut tout dire. Ça résonne. Oui, c'est ça. Puis je suis comme, fait que je pense que de se retrouver à travers des textes, à travers la méditation, j'ai mis la contemplation. C'est des manières d'étudier le soi. Oui. Fait que pour moi, c'est ça, Svadhyaya, c'est cette constante étude du soi qui peut passer à travers différents médiums. Traditionnellement, c'est des textes. Comment moi, je peux l'intégrer dans ma vie, mais peut-être à travers d'autres textes. Peut-être les Yoga Sutras aussi, là, ça fait partie des textes qui m'influencent, qui influencent ma manière d'être, ma manière de me concevoir. Je dirais que c'est ça. C'est une belle définition. J'espère que c'était clair. On dirait que j'avais Oui, c'est clair. Puis je pense que c'est vraiment accessible aussi. Je pense qu'on comprend bien. Comme tu l'as nommé, c'est pas dans notre quotidien, dans notre vie. On n'a pas été élevé dans un dans un concept de gourou. C'est ça. Où, on n'a pas l'apprentissage d'une même personne. Ou on pourrait le voir comme tout cet environnement-là qui nous a changé, qui nous a éduqués, ben, c'est l'école, c'est notre famille, c'est nos parents, mais en allant lire, en allant chercher des textes, en allant découvrir des nouveaux auteurs, ben, c'est comme si tu allais chercher une nouvelle lunette pour voir le monde. Une nouvelle lunette, oui, c'est ça. Puis tu te découvres parce que peut-être que dans ton environnement immédiat, il y a des choses qui te parlent juste parce que ça a toujours fait partie de toi. Mais si tu n'as pas cette nouvelle perception-là, à travers les mots, à travers le regard de quelqu'un d'autre qui est complètement hors de ton environnement ou de ton entourage, ben c'est là que tu te découvres parce que c'est là que tu sais, ça se peut que ça te parle pas, mais là, ça t'a parlé. Pourquoi ça t'a parlé? Mais c'est venu éveiller quelque chose en toi. Quelque chose de profond. Tu sais, comme on parle de la vraie nature du soi, mais il y a quelque chose de profond à venir être appelé par des textes, par les mots de quelqu'un d'autre. Puis tu sais, on parle de texte, mais pour quelqu'un qui n'aime pas lire puis ça ne résonne pas, ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être, Mais comme je disais, des expériences, d'essayer des choses. Oui. Fait que je pense que c'est comme un... Puis je trouve que c'est un niyamas qui est important. Tu sais, niyamas, c'est comme éthique personnelle. C'est comme si tu donnais le devoir à toi-même de te chercher, genre, de t'étudier, de comprendre ta nature. C'est quand même puissant, là, de se dire que c'est comme une norme éthique à se donner à soi-même. Oui. Puis je trouve que plus on se comprend, plus on se connaît, plus, probablement, j'ai envie de dire, peut-être pas pour tout le monde, mais dans la majorité des cas, on va peut-être aimer ce qu'on voit. On va peut-être... Je pense qu'en tant que personne, là, on va peut-être même trouver encore plus de confiance parce que je pense que quand quelqu'un qui se connaît, ça se ressent dans l'énergie. Oui. Puis, tu sais, quand tu rentres dans une pièce puis que tu t'es attiré vers une personne ou il y a quelqu'un qui dégage quelque chose puis tu peux pas mettre le doigt dessus, bien souvent, c'est l'énergie que cette personne dégage. Tu sais, on peut appeler ça du charisme, on peut appeler ça... mais je trouve que souvent, pour ma part, ces gens-là qui vont m'attirer ou cette espèce d'énergie, de bien-être... Mais je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. C'est le résultat de quelqu'un qui se connaît. Oui. Puis c'est ça. Puis il y a comme cette ouverture. Ouverture. Il y a cette ouverture à se découvrir, genre. Puis à découvrir, Mais je suis vraiment d'accord avec... On dirait qu'il y a des gens comme ça qui ont traversé ma vie que je les trouvais tellement déposés en eux-mêmes. Je les trouvais tellement comme... Il y a cette confiance, mais c'est pas une confiance coquille. Tu sais, c'est une confiance douce, j'ai envie de dire. C'est juste comme... on parlait de détachement. Tu sais, quelqu'un qui a un détachement, mais j'ai envie de dire... un détachement doux, tu sais, quelque chose de sain. Un détachement sain, tu sais, je suis alignée avec moi-même, je me connais, j'ai l'ouverture de découvrir plus sur moi-même, sur ma nature. Puis comme, il y a aussi, ça prend cette distance-là aussi pour comme s'étudier, genre. Oui. Puis mieux comprendre le monde autour de soi, je pense que... Oui. Fait que c'est une belle... Oui. Svadhyaya. Svadhyaya. Le dernier, que je trouve un peu challengeant, là, j'ai hâte qu'on l'attaque. Quand j'ai fait mon petit travail de réflexion, je me suis dit, bon, OK, ça c'est... Oui. Comment... c'est parce que celui-là, vous allez voir, il est comme peut-être un peu plus difficile à l'intégrer dans notre vie quotidienne, occidentale. Oui. C'est Ishvara Pranidhana, de son petit nom, tout simple. Qui, dans les définitions un petit peu plus classiques, j'ai envie de dire, serait traduit par
abandon, dévotion à une force supérieure / au divin. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je pense que c'est un qui est plus difficile à interpréter parce que la traduction, tu sais, divine, mettons, d'Ishvara, Ishvara qui serait comme un concept un peu neutre du divin, des fois, c'est dur à se l'approprier. Ouais. Pour certaines personnes, pas du tout. C'est des personnes qui sont peut-être un peu plus croyantes, religieuses, spirituelles, ça s'intègre bien dans la vie. Moi, c'est quelque chose que j'ai eu un petit peu plus de misère à intégrer, Ishvara Pradhana, cet abandon-là. Mais en fait, au début, je l'ai vraiment pris comme dévotion. Puis j'ai la misère avec comme cette dévotion-là. Puis c'est aussi que dévotion, en sanskrit, c'est bhakti, puis c'est comme vraiment connoté différemment. Puis on dirait que j'aime le mot abandon. J'aime de me dire abandon à une force supérieure, abandon au plus grand que soi. Puis la notion de plus grand que soi, ça m'appelle vraiment parce que ça peut être l'univers, ça peut être l'humanité. Ça peut être... Ça peut être la nature. T'sais, c'est quelque chose qui nous transcende, qui nous dépasse. Ouais. Fait que pour moi, ça laisse beaucoup plus de place à qu'est-ce que c'est, à quoi je m'abandonne. Fait que ça rend ça un petit peu plus accessible, à mon avis. Oui. Mais abandon aussi, c'est quand même puissant comme mot. Comme tu dis, pour certaines personnes, ça va être facile, mais pour des gens qui n'ont pas du tout grandi dans des contextes plus traditionnels ou plus religieux, le mot abandon, même que j'ai envie de dire abandon, ça peut même avoir une connotation négative dans certains cas. Ouais. Moi, j'avais appris un peu comme lâcher prise. J'aime ça. Puis c'est plus accessible pour moi dans le contexte dans lequel j'ai grandi. C'est vrai que lâcher prise, en fait, s'abandonner à quelque chose de plus grand que soi, c'est aussi lâcher prise sur les choses qu'on ne comprend pas, qu'on n'arrivera jamais à rationaliser parce que malheureusement, la physique actuelle n'est pas capable de rationaliser tout ce qui est. Genre vraiment, vraiment pas. Fait que, tu sais, d'être capable de faire comme, il y a une limite à ma rationalité, puis il faut que je lâche prise par-delà ça, tu sais. Ouais. Puis de s'abandonner à ça, de s'abandonner au fait. Puis ça implique aussi le détachement, puis plein d'autres notions qu'on a discutées depuis le début. Il y a quand même un fil conducteur, je trouve, dans les niyamas, parce que quand j'arrive à m'abandonner au plus grand que soi, à une force supérieure, à laisser aller, il y a un détachement qui peut s'installer, tu sais. Puis de ce détachement-là, est-ce que c'est pas justement plus facile d'aller comme svadhyaya? Genre recherche du soi, de la vraie nature du soi, tu sais. Fait que il y a comme un genre d'ordre qui est établi, mais honnêtement, les niyamas, c'est comme, on dirait un travail 100%. Simultané quasiment. Là. C'est comme toutes des notions qui peuvent aller... Ils sont vraiment interconnectés. Oui. Comme on disait, dans mon travail de réflexion, une m'amenait à l'autre, puis ça fait du sens, mais... Ouais, fait que le lâcher prise, ça fait du bien de lâcher prise aussi. Ça fait du bien de lâcher prise. C'est difficile. Ouais. Puis c'est comme, encore une fois, c'est un travail qui est redondant dans le sens où c'est perpétuel. Il faut toujours apprendre à lâcher prise. Mais c'est vraiment quelque chose que moi, j'essaie de travailler dans ma vie. Comme il y a quelque chose qui se passe, c'est pas un... C'est comme lâche prise, décroche. Des fois, je suis comme zoom out. Je me dis à moi-même, zoom out. Genre, il y a un humoriste que j'aime beaucoup, je te l'avais montré. Il y a un humoriste que j'aime beaucoup, il s'appelle Pete Holmes, puis il y a un sketch, zoom out. You think you're in America right now? Zoom out. Genre, non, t'es sur une roche qui flotte à quelque part dans un univers qui est en constante expansion. C'est une belle grosse dose d'humilité quand tu, quand tu réalises ça, puis tu fais comme, OK. OK. Ouais, respire. Ça fait du bien, là. Respire. Ça va être correct. Ouais. Laisse aller les choses. Accepte. Ouais. Accepte. Puis abandonne-toi dans tout ça, tu sais. Abandonne-toi dans ce jeu qu'est la vie pour être full cheesy, tu sais, pour être full quétaine. Mais c'est un peu ça, là. Ouais. C'est comme il y a de la discipline qu'on peut installer dans notre vie. On peut s'étudier, on peut travailler à se comprendre, mais il y a un moment donné où il y a des choses qui nous dépassent. Ouais. Puis il faut s'abandonner là-dedans, puis il faut être capable de s'investir quand on peut s'investir, puis de relâcher quand il faut relâcher. Mais d'apprendre à faire la différence sur ce sur quoi tu as du contrôle et ce sur quoi tu n'en as pas. Oui. Puis ce sur quoi tu n'en as pas, bien, je veux dire, libère-toi, enlève-toi des couches. Enlève-toi des couches. Tellement... Puis ça purifie. Oui. C'est gratifiant. On revient tous sur les mots qu'on a dit. Pour utiliser notre vocabulaire. Oui, c'est ça. On avait un lexique pour le podcast aujourd'hui. Il y a des mots thèmes qu'on voulait utiliser dans ce moment.
Mais ça fait beaucoup de sens. Mais c'est ça, mais je trouve ça tellement intéressant de voir comment toutes ces notions-là s'imbriquent l'une dans l'autre, genre, puis que au final, ça fait du sens tout ensemble. Ouais. C'est comme un travail commun, l'Inyamas. C'est pas comme j'ai fait un, check, je passe à l'autre. Non, c'est ça. Chaque jour est différent. Puis des fois, c'est un travail qui est conscient, qui est dans l'action. Puis des fois, c'est inconscient, si on a pris le temps quand même d'y réfléchir. Puis des fois, c'est je savais pas que j'appliquais ça dans ma vie, mais je l'applique. Ouais. Ou peut-être je savais pas, mais maintenant je devrais plus l'appliquer. Ouais. Fait que c'est tout le temps en mouvement. Ouais. Puis de laisser aller aussi. Je rentre dans ce thème-là. Trop tard, je l'ai dit. De laisser aller, parce que ça me fait penser aussi on parlera des clochards au prochain podcast, mais les clochards, c'est des embûches dans le chemin vers l'éveil. Puis, il y a un des clochards qui est la peur de la perte de l'identité, la peur de la mort. Puis on dirait que Ishvara Pranidhana, ça me fait beaucoup penser, tu sais, le laisser aller, l'abandon, ça me fait aussi beaucoup penser à être capable d'accepter aussi la finitude de la vie. Puis moi, c'est comme mon plus grand travail, puis je vais travailler là-dessus jusqu'à ce que ma vie se termine puis que je décède, tu sais, parce que d'accepter ma propre finitude, de m'abandonner à ça, de m'abandonner au fait qu'il y a quelque chose de plus grand que juste moi, Émilie, qui vit une vie présentement, bien, ça m'aide à accepter. Tu sais, ça m'aide sur le chemin de me libérer de ce cléchat-là, de cette embûche-là, tu sais. Fait que je trouve que c'est un que j'ai eu beaucoup de la misère à faire sens de, tu sais, dévotion, l'abandon. Mais quand j'ai commencé à le comprendre comme abandon plus grand que soi, puis de voir ça comme de se désintéresser, pas de se désintéresser, mais de créer une petite distance aussi avec mon attachement à la vie. Tu sais, je suis très attachée à la vie, j'adore vivre, c'est vraiment nice vivre comme... Tout passe vite, tout... Ouais, tu sais. Fait que de prendre une petite distance, ça me permet, on dirait, encore plus d'apprécier ma vie. D'en profiter. Ouais. Parce que je suis comme, c'est fini. Il y a comme... c'est ça, il y a une petite distance, un petit espace qui se crée, qui me permet de m'abandonner. Mais est-ce que c'est pas cette conscience-là qui va justement nous pousser à vouloir encore plus en profiter, puis vouloir encore plus... Ben, c'est ça que je pense. Oui, c'est ça. C'est qu'une fois que tu as compris ça, le temps passe vite. Oui, une fois que tu t'abandonnes un petit peu plus, c'est peut-être plus facile de s'installer dans la présence. Ouais. Parce que tu n'es pas constamment en train de te projeter ou en train de repenser à ce qui s'est passé. D'attendre. Oui, fait qu'il y a comme ce... L'abandon permet la présence. Oui. Puis c'est comme que tu as dit en début de podcast, la gratitude ou le privilège d'être ici. Ouais. Tu sais, le privilège d'être ici, c'est une fois que tu pas juste verbalisé, là, que tu l'as vraiment compris, ben, tu sais, là... Ça fait habiter le monde d'une manière complètement différente. Absolument. Tout à fait. Fait que Ishvara Pranidhana, qui est comme aussi très difficile, s'abandonner, mais je pense que c'est celui qui est quasiment le plus payant. Je pense que Puis c'est comme quasiment un wrap-up de tout, on dirait. Ouais. Comme un wrap-up des 4 autres avant. D'être capable de s'abandonner au plus grand que soi pour se déposer dans la présence, pour apprécier, pour contempler, pour être capable d'avoir de la gratitude envers toutes les possibilités. Ouais. Avoir confiance. Avoir confiance, j'aime ça. Je pense que ça a énormément de vertu d'avoir confiance. Je pense que ça amène une belle paix d'esprit. Oui. Puis d'être capable d'être détaché du résultat des choses. Oui. Wow! Oh. Est-ce que c'est notre mot de la fin? Je pense que oui. Je pense que c'est un bon mot de la fin. Je pense que c'est. Fait que merci tellement Merci à toi. pour cette riche discussion. J'ai déjà hâte au prochain. Moi aussi. Yeah! Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. On se voit au prochain podcast qui peut-être sera sur les cléchers. Moi, je suis vraiment excitée. J'ai goût de parler de ça. Parlons des cléchers la prochaine fois. On a beaucoup de sujets, là. Oui, on a plein de choses à dire. On a tous les piliers. Oui. On a les crias. Je pense que ça serait les important. Les crias, ça serait intéressant vraiment d'en parler. Puis, OK. si vous avez des suggestions, des choses que vous aimeriez qu'on jase, qu'on fasse des petites recherches puis qu'on discute, ben, écrivez des petits commentaires ou écrivez-nous. Ça va nous faire full plaisir. Merci! Merci. À la prochaine!